Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30, 13h et la grande édition du soir à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition, l'attentisme qui prévaut sur les marchés européens en attendant les prochains grands rendez-vous sur le plan micro. Les résultats des entreprises se poursuivent avec une nouvelle vague de résultats bancaires attendus à Wall Street. Avant l'ouverture des marchés américains, on suivra les résultats de Bank of America, Goldman Sachs ou encore Wells Fargo. Aujourd'hui, on attend également des dossiers très politiques avec aujourd'hui un G20 Finance sur les questions de fiscalité internationale, notamment sur la base des travaux réalisés par l'OCDE. Et puis à partir de demain, un sommet européen avec plusieurs enjeux. Redynamiser peut-être la relance européenne après l'accord des chefs d'État et de gouvernement sur un plan de reprise, un plan de relance européen trouvé en juillet dernier. Et puis le dossier chaud toujours du Brexit, même si on comprend que ce feuilleton du Brexit soporifique, disent certains, pourrait se prolonger au-delà du sommet européen puisque certaines sources britanniques, citées notamment par l'agence Bloomberg, nous indiquent que Boris Johnson est prêt sans doute à garder un fil de négociation au-delà du sommet européen qui commencera à partir de demain. Sur les résultats d'entreprise, quelques publications à noter en Europe également, les chiffres de ASML dans le secteur des semi-conducteurs, des chiffres meilleurs que prévus. Et puis parmi les grands gagnants de la pandémie, évidemment le secteur des livraisons de repas avec le géant mondial Just Eat Takeaway, coté à Amsterdam notamment, qui a vu son chiffre d'affaires bondir de près de 50% sur le troisième trimestre. Le titre Just Eat Takeaway bondit lui aussi aujourd'hui en Europe, signant ainsi une des meilleures performances. Enfin, le grand invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, ce sera Yves Perrier, le directeur général d'Amundi, pour parler bien sûr des enjeux stratégiques du secteur de la gestion d'actifs. Des indices européens qui évoluent avec peu de conviction en attendant les prochains rendez-vous. Le résumé complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Tendance hésitante à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 oscille depuis ce matin de part et d'autre de son niveau de clôture d'hier soir. L'indice parisien semble avoir du mal à trouver une direction franche dans un contexte de crainte sur le front sanitaire et de clôture en baisse des marchés américains malgré des résultats d'entreprises encourageants dans la journée d'hier. Sur le front sanitaire, tout d'abord, les nouvelles en matière de course aux vaccins ou aux traitements ne sont pas bonnes. Après l'annonce de la suspension des essais cliniques du laboratoire Johnson & Johnson à la suite d'une maladie non expliquée contractée par un des patients tests, c'est aujourd'hui au tour du laboratoire Eli Lilly de suspendre ses essais cliniques, mais en ce qui concerne le traitement à base d'anticorps développé par le laboratoire. Une décision prise pour des raisons de sécurité qui rappelle malheureusement aux investisseurs que l'issue de la crise sanitaire actuelle n'est pas aussi proche que prévu. En Europe d'ailleurs, les Pays-Bas ont pris la décision de confiner partiellement leur pays, tandis que de nombreuses voix s'élèvent au Royaume-Uni pour un reconfinement alors que la situation empire. En France, Emmanuel Macron doit commenter la situation ce soir, alors même que beaucoup d'opérateurs anticipent de nouvelles restrictions qui pourraient prendre la forme d'un couvre-feu dans certaines villes ou certains départements. Selon l'université Johns Hopkins, le nombre de nouveaux cas dans le monde a d'ailleurs dépassé les 38 millions. Le CAC 40 accuse également le coût de la clôture en baisse des marchés américains alors que les nouvelles en matière de publication d'entreprises étaient plutôt encourageantes hier, des résultats meilleurs que ceux anticipés pour JP Morgan Chase, Citigroup ou encore Johnson & Johnson, avec même un record d'actifs sous gestion pour BlackRock. La sortie de l'iPhone 12 n'a pas tellement éveillé non plus l'appétit des investisseurs sur le titre d'Apple. Investisseurs qui suivront aujourd'hui les publications de Wells Fargo, de Bank of America ou encore de Goldman Sachs. Seule ombre au tableau en matière de publication d'entreprises aux États-Unis. Delta Airlines fait état d'un recul de son chiffre d'affaires de 79% au troisième trimestre par rapport à 2019. L'entreprise s'attend d'ailleurs à devoir encore ponctionner dans sa trésorerie jusqu'au printemps prochain, alors même qu'elle a dû sortir jusqu'à 18 millions de dollars par jour en septembre. L'entreprise dispose pour le moment d'encore 1,3 milliard de dollars d'aide fédérale pour l'aider à financer les salaires. Et justement sur le volet des aides budgétaires pouvant venir du gouvernement américain, Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, a rejeté récemment une proposition de la Maison-Blanche qui concernait une aide de 1800 milliards de dollars. Celle-ci a ensuite déclaré sur CNN être ouverte à continuer les négociations, mais ne pas vouloir donner aux Américains un faux accord, simplement pour que Donald Trump puisse mettre son nom sur un chèque.
Du côté des valeurs à la Bourse de Paris à présent, Universal Music Group, filiale de Vivendi, pourrait voir le chinois Tencent augmenter encore sa part au capital. Ce dernier envisagerait de passer de 10 à 20% du capital. L'Oréal voit de son côté un nouveau directeur général arriver. Nicolas Hieronymus remplacera Jean-Paul Agon, qui lui restera président du groupe. Dans le dossier Lagardère, l'AMF fait savoir que la participation cumulée de Bernard Arnault et d'Arnaud Lagardère dépasse à présent les 15% du capital du groupe. EDF relève de son côté sa prévision de production de nucléaire en France pour 2020 qui dépasse finalement les 325 TWh et Accor voit son titre dégradé par Deutsche Bank qui passe de achat à conserver sur le titre. Nicolas Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et dans les éditions Smart Bourse, bien sûr, depuis la salle de marché de Bourse Direct. Yves Perrier est donc le grand invité de la mi-journée sur Bismart, le directeur général d'Amundi. Yves Perrier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de la stratégie d'Amundi, des enjeux industriels du secteur de la gestion d'actifs. Vous en êtes le leader européen avec près de 1600 milliards d'euros sous encours au dernier décompte, Yves Perrier. Mais en tant qu'organisation, un mot peut-être du retour d'expérience que vous faites de l'impact de la situation pandémique sur le fonctionnement opérationnel, le fonctionnement des opérations d'Amundi depuis maintenant 6-9 mois peut-être. Ben, écoutez, donc pour nous, cette affaire du Covid a commencé en fait dès le mois de janvier. Pourquoi ? Parce que nous sommes présents en Asie, notamment en Chine, et que les premières mesures de confinement ont commencé dans ces pays. Ensuite, elles sont venues en Italie, et ensuite en France et dans tous les pays. Et c'était un vrai défi, puisqu'il fallait simultanément assurer la sécurité sanitaire de nos collaborateurs et puis la continuité des activités au plan opérationnel. On a pleinement réussi grâce à des équipes informatiques remarquables, grâce à la discipline également des collaborateurs. 95% des collaborateurs d'Amundi dans le monde ont fonctionné en distance, télétravail, et l'activité a été pleinement exercée. Deuxième phase, c'est le retour. Aujourd'hui, c'est variable selon les pays. En France, on a en permanence 80 à 90% des collaborateurs qui utilisent plus ou moins le télétravail. C'est le cas dans la majorité des pays, sauf les États-Unis, l'Angleterre et l'Irlande, où on est plutôt à des taux de 20 à 25%. Alors, au-delà de ces éléments, finalement, j'avais dans une interview dit à mes équipes qu'il fallait garder l'esprit Covid, cet esprit un peu d'efficacité de commando, et on a dès le mois de juin lancé un plan dit efficience visant en fait à au fond tirer parti de cette expérience de management court, d'implication forte, rapide, d'agilité, de la conserver dans la phase normale. On va vivre avec cette épidémie pour probablement un an. En tous les cas, moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs, tant qu'on n'aura pas un vaccin. Et donc, il faut s'adapter, au nouveau contexte, aux nouvelles conditions de jeu, pour employer un terme sportif. Oui, c'est ça. Mais il y aura des enseignements structurels à retirer de ce succès, parce que ça a bien fonctionné dans les métiers de la finance au sens large, chez Amundi en l'occurrence, Yves Perrier. En termes de charges d'exploitation, on parlera des coûts et des marges sous pression dans votre industrie, de la manière dont on peut maintenir des marges à un niveau soutenu comme vous le faites chez Amundi, mais en termes de structure de coûts d'exploitation, là il y a quand même des enseignements à tirer structurels de cet esprit Covid, comme vous dites, Yves Perrier. Sur le fond, pour moi, c'est une question managériale, si vous voulez. Pourquoi ça a marché dans cette période d'un mois et demi, 2 mois de confinement, alors que les gens étaient à distance ? 4500 collaborateurs, je précise, pour donner la mesure. Et la raison, c'est qu'on se concentre sur l'essentiel. On perd peu de temps. Les réunions sont bien préparées, sont courtes. Vous êtes obligé, managérialement, d'être beaucoup plus concentré. Finalement, vous savez, toutes les organisations, c'est un peu comme le corps humain. On génère de la bureaucratie ou de l'inefficacité comme le corps humain du cholestérol. Bon, et donc il faut en permanence se discipliner. Et en fait, cet état d'esprit, après,
Est-ce qu'on y gagnera en termes de coûts? On verra. Pour moi, Ouais. les coûts, ce n'est pas un objectif en soi, c'est une résultante d'une démarche d'efficacité. Si l'histoire a un sens, le sens de l'histoire pour Amundi, c'est la Chine et l'Asie, peut-être, Yves Perrier. Les analystes, vous prévoyez que la Chine, l'Asie deviendront à terme le premier centre de profit d'Amundi. Je vous présentais comme leader européen de la gestion d'actifs. Votre centre de profit est de plus en plus asiatique et même chinois. L'histoire d'Amundi, tout d'abord, c'est une histoire de développement. Historiquement, Amundi, quand c'est créé en 2010, c'est une société qui est principalement française et qui travaille principalement pour les réseaux de ces deux maisons mères, à l'époque Crédit Agricole et Société Générale. Entre-temps, Société Générale est sortie. Et l'histoire d'Amundi, c'est une histoire de développement hors des réseaux de sa maison mère, c'est-à-dire qu'on est devenu une plateforme ouverte à beaucoup d'autres banques, à beaucoup de clients institutionnels, et une histoire de développement à l'international. Je dis souvent, si vous voulez, pour nous, le développement à l'international, quand vous êtes un acteur français, c'est pas une option, c'est une obligation. La France est un petit marché dans la gestion d'actifs, 900 milliards, c'est 8%, si on enlève le monétaire, c'est plutôt 5% du marché européen. Et la croissance ne peut se faire qu'à l'international. Aujourd'hui, l'international, c'est plus de 50% de nos encours. Alors après, la stratégie internationale d'Amundi, c'est deux axes. Le premier, c'est faire de l'Europe, et notamment la zone euro, notre marché domestique. Et donc, d'où l'acquisition de Pionnier, d'où nos développements récents en Espagne. Mais c'est aussi l'Asie, pour une raison très simple. C'est que l'Asie est la région du monde où la croissance est la plus forte, et c'est la région du monde aussi où la croissance de l'épargne est la plus forte. Et comme par ailleurs la concurrence y est moins vive, c'est pour ça que nous sommes développés en Asie. Vous estimez que les chances de succès pour Amundi en Asie sont plus importantes, par exemple, que sur le marché américain, qui est déjà surpeuplé d'acteurs américains? C'est exactement ça. Le marché américain, c'est 50% du marché mondial. Dans les 10 premiers asset managers, 9 sont américains. Ouais. Vous êtes le 10e. Non, on est le 8e, et on peut même être le 6e ou le 7e selon la parité euro-dollar. Mais vous avez tout à fait raison. C'est un marché qui est dominé, qui n'est pas simple en plus à pénétrer. Alors que l'Asie, dans son ensemble, et la Chine en particulier, c'est un espace de développement beaucoup plus important et avec des partenaires qui ont besoin de nous. Bank of China, notamment, qui est votre partenaire principal sur place. Vous venez d'ailleurs de mettre sur pied une joint venture. Vous en êtes d'ailleurs l'actionnaire majoritaire, je crois. C'est une première dans le monde de la gestion d'actifs en Chine. Yves Perrier, je vous laisse réagir, mais je trouve que ça nous en dit beaucoup sur le degré d'ouverture de la Chine pour son secteur financier. C'est-à-dire que ce degré d'ouverture de l'économie chinoise, beaucoup d'industries se posent la question à terme de savoir quel sera le degré d'ouverture réel dans mon secteur d'activité de l'économie chinoise. Vous nous dites, pour le secteur financier, le degré d'ouverture de l'économie chinoise est aujourd'hui très intéressant. Tout d'abord, en Chine, nous avions déjà une joint venture avec une banque ABC, Crédit Agricole de Chine, dans lequel nous étions minoritaires et qui gère quand même une 60aine de milliards d'euros d'encours. Et là, ce que nous avons conclu, et on a inauguré cette joint venture il y a maintenant 10 jours, c'est la création d'une entité avec Bank of China, qui est la 4e banque chinoise, dans lequel nous avons 55% du capital. Et ça, c'est une innovation. C'est la première fois qu'un acteur étranger se voit reconnaître la possibilité de contrôler une société d'asset management en Chine. Donc, ça veut dire que nous aurons 2 grands partenariats en Chine. Et alors, pourquoi est-ce que les Chinois vous laissent être justement en contrôle de cette JV, Yves Perrier? Ça a été un choix de leur part qui a été fait il y a un peu plus de 2 ans et demi, de réforme de leur système financier, où ils ont décidé d'ouvrir cette possibilité. Ça s'inscrit dans le cadre de leur modernisation de leur système financier, et ils recherchent des gens qui peuvent leur apporter ce type d'expertise. Et en l'occurrence, Amundi, dont l'ADN, c'est de servir des réseaux en France, puis en Europe, en Asie, avait tout à fait cet ADN. Ça s'inscrit aussi dans le cadre d'une vision à plus long terme, qui est l'internationalisation du renminbi de leur monnaie. Donc,
les Chinois ont une vision à long terme de ce point, une vision de puissance, il ne faut pas être naïf, mais en même temps, ce sont des gens très pragmatiques et ils voient bien l'intérêt qu'ils peuvent avoir à avoir des partenariats. Comme ils ont eu besoin des industriels, comme ils ont eu besoin des fournisseurs de technologies dans les années précédentes, ils ont aujourd'hui besoin des fournisseurs de solutions financières. Exactement, c'est exactement ça. Et ce sera donc un centre de profit incontournable pour vous dans les prochaines années, dans la structure de profitabilité d'Amundi. À plus long terme, alors les marchés financiers ont... C'est 300 milliards d'encours, c'est ça, vous me disiez aujourd'hui? L'Asie, c'est 300 milliards aujourd'hui, et la Chine, c'est une soixantaine de milliards. Je pense que si on raisonne à 10 ans, la Chine sera en effet le premier marché d'Amundi. Pour vous donner une comparaison, si vous voulez, quelques chiffres, si vous voulez. ABC, c'est 400 millions de clients, 400 000 employés. BOC, c'est 300 millions de clients, mais qui sont plutôt haut de gamme, et c'est 300 000 salariés. C'est-à-dire que les échelles ne sont pas les mêmes. Bon, source de profitabilité en Chine, dans une industrie, alors je mets la finance au sens large, qui connaît une pression structurelle sur ses marges. Amundi, effectivement, arrive à maintenir un niveau de marge bénéficiaire très soutenu dans cette industrie, en tout cas sur les 5 dernières années, depuis que l'entreprise est publique, cotée sur le marché européen. Yves Perrier, quelle est la recette? C'est l'equity story d'Amundi, et visiblement la recette fonctionne. Quelles sont les clés qui vous permettent justement de maintenir ces marges à très haut niveau? Alors dans un contexte de taux très bas, dans un contexte aussi où la gestion passive, on pourra en parler plus en détail, prend des proportions très importantes, avec des commissions qui sont de moins en moins rémunératrices pour les sociétés de gestion d'actifs. Pour vous répondre, je dirais que je ne définis pas Amundi comme un asset manager, d'abord. Je définis Amundi comme une manufacture de solutions d'épargne pour les particuliers et de solutions d'investissement pour les investisseurs institutionnels. Et toute la construction d'Amundi s'est faite avec une optique industrielle. Et avec un premier point même, qui est l'orientation client. Notre société est d'abord organisée en majeur, avec des divisions clients, le retail, l'institutionnel. Ensuite, nous avons des plateformes de gestion qui, pour moi, sont l'équivalent d'usines de fabrication qui servent ces produits. Et enfin, avec des capacités technologiques, notamment un outil informatique qui est au plus haut niveau. Et donc, c'est ça qui nous a permis de combiner une démarche d'innovation et d'efficacité et de faire le développement d'Amundi. Quand Amundi a été créé, on avait 670 milliards d'euros d'encours. On a aujourd'hui 1600 et les 3/4 ont été faits par croissance organique, si vous voulez. Et c'est un avantage majeur, encore plus dans le contexte de marché qui est le nôtre. Les taux d'intérêt sont bas. Et ils vont rester durablement bas. Mais ça veut dire que si on veut laisser de la performance à nos clients dans leur épargne, il ne faut pas que le montant des commissions soit trop élevé. Et si on veut maintenir la marge, il faut être efficace et donc d'avoir des coûts de revient compétitifs. Et ça veut dire que dans ce schéma industriel que vous décrivez, Yves Perrier, il y a de la place pour la gestion passive, il n'y a plus de place pour la gestion active. Non, mais l'opposition gestion active et gestion passive, si vous voulez, pour moi, n'a pas de sens. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Ce ne sont pas les asset managers qui choisissent quel l'un type de ou l'autre, solution sont les clients. Ouais. Bon, sont les clients. Et en fait, on a besoin de gestion passive, on a besoin de gestion active, on a besoin de gestion d'actifs réels, l'immobilier, la dette privée, on a besoin de fonds monétaires. Tout dépend des besoins des clients. Et on a développé nos savoir-faire, nos expertises dans tous ces domaines pour être à même soit de répondre à une demande des clients, soit aussi pour l'utiliser dans la construction de nos fonds.
quand on regarde quand même les encours, ce qui collecte, ce qui se vend aujourd'hui, c'est quand même plus la gestion passive que la gestion active. Je ne parle pas du moment où on se parle, mais sur la dernière décennie, en tout cas, ça semble être le cas. Oui, mais je pense aussi que ça tient au fait que il y a eu un peu trop de dispersion dans la gestion active. La gestion active, elle n'a de sens que si on développe une performance supérieure. Or, beaucoup de fonds de gestion active n'ont pas délivré des performances supérieures à la gestion active. Donc, il faut être concentré. Et le deuxième point, il faut avoir une tarification de ces fonds qui soit compatible avec le contexte de taux actuel. Il y a trop de gras encore dans la gestion active aujourd'hui, peut-être sur la place parisienne, ailleurs dans le monde, j'en sais rien, Yves Perrier, c'est ce qu'on peut comprendre entre les lignes. Non, mais je pense que, si vous voulez, tout le secteur financier au sens large, c'est-à-dire les banques, c'est-à-dire les asset managers, c'est-à-dire les assureurs vie, est confronté à ce défi d'efficacité lié au taux bas. La première lame de la baisse des taux, c'est la renégociation des crédits immobiliers. La deuxième sera la pression sur les commissions liées à l'épargne. Et donc, il est nécessaire d'avoir cette approche industrielle. Et dans cette approche industrielle, la maîtrise des outils informatiques est fondamentale. Ça veut dire quand même, sur le plan stratégique, alors la gestion passive dans son ensemble, on ne rentrera pas dans le détail des produits, mais c'est quoi? Une dizaine de pourcents des encours aujourd'hui d'Amundi c'est une petite dizaine de pourcents. Mais ça montre qu'il y a encore de la place pour grossir. Mais pour se développer, on a démarré, si vous voulez, de scratch, de rien, de zéro. En 2010, on n'avait pas de 2010. Et aujourd'hui, on gère à peu près, en effet, 130 milliards. Et je considère qu'on a un potentiel de développement très important dans ce domaine. Qui se fera, alors, avec la croissance naturelle de ce marché, qui se fera aussi par croissance externe, une opportunité de choix qui se présenterait à Amundi, vous vous sentiriez comme un acquéreur naturel pour cette industrie de la gestion passive, Yves Perrier? Toute la façon dont on construit la stratégie de l'entreprise et on organise sa mise en œuvre, elle est fondée sur la croissance organique. Ça, c'est la base du développement. Après, il y a des opportunités de croissance externe. Elles existent ou elles n'existent pas. Et quand elles existent, il faut les saisir pour autant qu'elles permettent d'accélérer votre développement. C'est-à-dire que, pour moi, la croissance externe, ce n'est pas un sujet d'augmenter la taille. Nous avons la taille critique, c'est de savoir si, après, on est plus compétitif qu'avant. Et c'est pour ça qu'on a fait cette opération pionnière que tout le monde s'accorde à reconnaître comme un grand succès. L'ISR, c'est en train de devenir, alors non plus une différenciation, mais un prérequis. Du coup, est-ce que ça a encore de la valeur aujourd'hui, Yves Perrier? D'abord, c'est très bien que ça devienne un prérequis. Il se trouve que ça correspond à notre philosophie. En 2010, quand nous avons créé Amundi, dans les 4 piliers fondateurs des valeurs d'Amundi, il y en avait un qui s'appelait être un investisseur responsable, un investisseur engagé. J'avais employé le terme de gestionnaire d'actifs citoyens. Et pourquoi nous avons fait ça à l'époque, en 2010, on ne parlait pas de très peu de... C'était les tout débuts, effectivement. Ce n'était pas la vague qu'on connaît aujourd'hui. C'était pour des raisons de conviction. C'est-à-dire, dans un monde qui s'est libéralisé, on a oublié une chose trop souvent, c'est qu'une des contreparties du libéralisme, ça s'appelle la responsabilité. Et au cas présent, c'est la responsabilité de tous les acteurs, et pour ce qui concerne les investisseurs, dans ce qu'ils font pour la société en général. Bon. Nous n'avons jamais voulu faire de l'ESG une démarche de marketing. Nous le faisons parce que nous considérons que c'est notre responsabilité. Aujourd'hui, on a près de 400 milliards d'encours qui sont gérés sur le mode ESG. Et il y a 2 ans, on a annoncé un plan ambitieux qui est le suivant. 100% des fonds Amundi en gestion active intégreront, au-delà du process d'analyse financière classique, une analyse ESG, c'est-à-dire qu'on
je veux dire, on se donnera des benchmarks par rapport à ça. Ça sera opérationnel en 2021. Et deuxièmement, de lever 20 milliards pour la transition énergétique. Et récemment, si vous voulez, on a fait 3 initiatives majeures. Une avec la Banque mondiale pour créer le plus gros fonds de green bonds sur les pays émergents. Une deuxième initiative avec la Banque européenne d'investissement et tout récemment avec l'AIB qui est la banque chinoise en l'occurrence de développement, de la même façon un fonds pour financer les énergies renouvelables. Est-ce que les exigences de rentabilité financière de vos clients sont alignées avec les principes ou les objectifs de la finance durable responsable, ou est-ce qu'il y a encore un écart peut-être de perception un peu schizophrénique aujourd'hui qu'il faut résoudre? Non, mais je pense que dès lors qu'on se situe sur le long terme, or nous sommes des investisseurs de long terme, et nous sommes des investisseurs de long terme parce que l'essentiel de l'épargne dans le monde finance les retraites, c'est-à-dire du long terme. Dès lors qu'on est sur une perspective de long terme, non seulement il n'y a pas d'opposition entre il n'y a pas de friction. Faire de la performance économique et financière et prendre en compte la société en général, mais je dirais même que ceux qui ne le font pas se mettent en risque sur le plan de la performance économique et financière. 2 points. Le premier, risque de réputation. Souvenez-vous, Volkswagen sur la question du diesel. Mais plus fondamentalement, quand on regarde les études, si vous voulez, sur la différence, comment se déterminent les consommateurs, la différenciation produit diminue en part relative, la dimension par la marque augmente. Or, dans la marque d'une entreprise, sa reconnaissance par la société en général est un élément clé. Un mot quand même peut-être pour finir de la réglementation. Quand on regarde la taille des encours, donc 1600 milliards pour Amundi, numéro 1 en Europe, je regarde vos comparables américains, BlackRock a publié hier, c'est quasiment 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui pour BlackRock, numéro 1 au monde. Est-ce que le risque s'est déplacé? Les banques commerciales, après la crise des subprimes, ont été surrégulées, diront certains. Est-ce que vous anticipez, est-ce qu'il faut anticiper une vague de réglementation, un tour de vis réglementaire sur l'industrie de la gestion d'actifs qui porte aujourd'hui des encours incroyables en termes de taille? Et aussi un risque qui va avec. Dans un monde de taux bas, il faut aller prendre plus de risques également. Oui, alors ça c'est un point essentiel. En effet, le risque il disparaît jamais, il se localise à différents endroits. Il est porté par quelqu'un, oui. Voilà. Donc et là, en l'occurrence, il est porté par les épargnants, que ce soit dans l'assurance vie, dans les fonds des asset managers, etc. Et ça veut dire que la gestion des risques dans notre métier est un point essentiel. Et le premier risque que nous avons à gérer, c'est le risque de liquidité. Ouais. Puisque quand on vend un fonds à un client, un fonds UCITS, le client peut retirer tous les jours. Les accidents industriels de Woodford, GAM, H2O vous confortent dans cette idée-là. Et donc, mais avant même ça, j'ai toujours, dans les débats réglementaires, y compris publiquement, disant, attention, la gestion des risques dans notre métier est un point essentiel. Et je peux vous dire qu'au mois de mars, mi-mars, quand la crise a commencé, j'ai dit aux équipes de gestion, le message que je leur ai envoyé était le suivant. Nous avons 3 objectifs. Le premier s'appelle la liquidité, le deuxième la liquidité, le troisième la liquidité. Ce qui nous a amené à définir des ratios de cash dans tous nos fonds adaptés qui tiennent en compte. Et je peux vous dire que je maintiens ces ratios aujourd'hui. Merci beaucoup Yves Perrier. Merci d'avoir été avec nous, l'invité de la mi-journée sur Bismart, le CEO d'Amundi.